Nous accueillons aujourd'hui Katia Lefebvre, directrice de la Maison des adolescents de la Manche. Katia nous propose cette conférence aujourd'hui pour essayer de répondre à cette grande question qui nous intéresse tous. Quels sont les impacts de la crise sanitaire sur les jeunes en 2021 ? Voilà, quelques petites questions qui vont avec. Qu'en est-il de cette jeunesse en France et dans la Manche ? Est-ce que les jeunes peuvent vraiment aller bien en 2021 ? C'est à ces questions que Katia va essayer de répondre dans le temps qui lui est imparti. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à poser vos questions dans le chat. On vous invitera à les poser juste après le propos de Katia. Eh bien, voilà, Katia, je te laisse prendre la main sur cette conférence. Merci encore à toi et je te laisse partager ton écran. Merci. Bonjour à tout le monde. Donc juste une remarque, donc Katia Lefebvre, c'est la même qu'avant, qui a juste changé de nom. Donc depuis 10 ans, j'ai le plaisir de diriger la Maison des adolescents de la Manche. Merci pour cette demande pour aujourd'hui. Enfin, je sais que j'ai pas mal de stress parce que conférence, c'est un grand mot. Quelle prétention on a de pouvoir répondre à cette question, surtout que la vidéo qui vient d'être faite, ben, c'est génial, j'ai plus rien à dire. Parce que ces professionnels des différentes structures ont vraiment appuyé sur beaucoup de choses importantes que vous connaissez. Et c'est très bien parce que c'est vraiment complémentaire de ce que j'avais préparé. J'étais peu allée sur ces éléments-là, puisque comme on savait qu'il y avait ces vidéos, donc c'est intéressant, on va pouvoir compléter le propos de ce qui a pu être donné. Donc, j'ai précisé aussi aux collègues d'Impec de ne pas hésiter à m'interrompre si, à un moment donné, je précise quelque chose qui n'est pas compréhensible. Là, on ne va pas attendre les 45 minutes. Si je parle de quelque chose et on ne comprend rien, il vaut mieux m'arrêter, sinon on va perdre tout le monde. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. J'ai préparé mon café et ma thermo. Donc, j'ai partagé mon écran. Donc, le PowerPoint que j'ai préparé, vous le recevrez, hein. Je l'ai envoyé, donc tout le monde pourra le recevoir. Donc, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup trop de choses. L'idée, c'est vraiment d'avoir un support. Alors, d'où je vous parle? Moi, je vous parle de la Maison des adolescents de la Manche, qui est une structure départementale avec une expérience de terrain depuis 10 ans et pendant la crise sanitaire, comme vous tous, que nous avons également subi, essayé de nous adapter avec notre public, que sont les jeunes et les parents. Et d'où je vous parle également, c'est des retours de terrain que nous avons pu avoir de structures à l'échelle départementale, mais aussi nationale. Et on a la chance aussi d'avoir pas mal d'études qui commencent à sortir, dont chez la promo, une étude qui est sortie, que j'ai pu avoir le bouquin la semaine dernière, qui est la fracture. Donc, je vais pas mal étayer mon propos là-dessus, sur une enquête IFOP qui est sortie là de Nouvelle Vague, qui est vraiment très, très riche sur ces données. Mais avant de parler de la crise, on va peut-être parler du public parce qu'on parle des jeunes. On parle des jeunes et donc, du coup, je vais vous partager mon écran avec, je n'oublie pas de cliquer sur partager, parce que tout à l'heure, ils se sont moqués de moi, j'ai oublié de cliquer sur partager. Donc, normalement, c'est bon. Oui, Bon. non? Vous voyez mon écran? Oui, Oui, on bon. voit très bien. Parfait. Donc, du coup, on parle de qui? On parle du public jeune. Ah ouais, sauf que j'arrive pas. Voilà. Ça met une petite minute pour là. Le contexte dans lequel on est, de la crise sanitaire, a été vraiment bien expliqué. Mais qu'en est-il vraiment dans la Manche et dans les départements et en France et au niveau mondial par rapport à nos représentations d'adultes? Et moi, j'ai beaucoup insisté finalement sur nous, les adultes, puisque heureusement, les ados ont une capacité extraordinaire d'adaptation, beaucoup plus importante que nous. Et je crois que c'est important de vraiment se poser cette question. Il y a une élue qui est intervenue en disant vraiment que ces éléments marqueront à tout jamais les jeunes et les nouvelles générations, eux ou nous. J'en suis pas si sûre que ça. N'oublions pas que les jeunes sont en lien avec énormément de personnes, avant tout leur famille. Et pendant la période du Covid, c'était vraiment un repli sur la cellule familiale, mais avec énormément de professionnels qui sont présentés ici et d'élus. Donc, on est loin de l'isolement qu'on peut imaginer, sauf qu'il a été physique pendant ces derniers mois. Mais l'ensemble de ces acteurs ont su réinventer des choses. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Donc, les jeunes sont vraiment en lien avec beaucoup de personnes.
nous avons été, nous, adultes, très contraints par rapport à cette crise et nous avons vraiment vécu ça de manière beaucoup plus difficile que les jeunes en tant que tels. Ça, c'est les petits mots que j'ai souvent. C'est le regard que la société a toujours eu sur l'adolescence. Ça ne date pas d'hier. La société a toujours une difficulté par rapport à la jeunesse. Donc, on voit quelques exemples de textes qui ont été cités d'il y a plus de 3000 ans, où finalement l'adulte se questionne beaucoup sur la place de la jeunesse et le pouvoir de cette jeunesse en s'en méfiant en tant que tel. Il faut toujours avoir ça à l'œil. Ça a toujours été le cas. Là, dans Impec et dans tout ce qu'on projette, on est vraiment sur une dynamique différente, bien évidemment, mais il faut avoir ça à l'œil aussi de ce qu'on projette, nous, en tant qu'adultes, sur la jeunesse, et ça a été à tout moment de la société, et tout ça, ça s'explique. Donc, il faut vraiment être vigilant et se protéger de nous-mêmes. Donc, pour remettre le contexte de la crise, contexte de l'adolescence, vraiment en 5 minutes, hein. Principe de devenir adulte, c'est de se séparer de ses parents, d'assumer ses responsabilités dans la société, pouvoir permettre des engagements. Tout ça se construit en modèle et contre-modèle des parents et de la famille et d'aller vers d'autres modèles d'adultes. Et le secteur de l'animation, le secteur jeunesse, le secteur de l'éducation nationale sont d'autres figures qui sont nécessaires pour la jeunesse et qui ont été mises à mal dans les liens qui ont pu être ces derniers temps. La jeunesse s'est retrouvée beaucoup repliée sur elle-même, repliée dans son lieu de vie, que peut être notamment la chambre d'un jeune, qui a pu poser beaucoup de discussions et de réflexions dans les familles. Or, ce territoire est indispensable pour eux. Et sachant que pendant ces 2 années pratiquement de crise, ces jeunes ont vécu leur évolution physique, physiologique de jeunes, comme tout le temps. C'est-à-dire leur incapacité à gérer leurs émotions, c'est normal, ce sont des jeunes, leur cerveau n'est pas fini. L'incapacité à se projeter dans l'avenir de manière complète et totale, c'est normal. Ça fait partie des choses qui se termineront entre 23 ans et 25 ans pour un être humain. Donc tout ça aussi, ce sont des processus normaux qui ont été accentués par rapport à la crise. Ce besoin de se séparer des parents qui était indispensable, c'était un peu compliqué, le fait d'être replié à la maison. Heureusement, comme a dit beaucoup d'intervenants, qu'il y avait d'autres possibilités, comme les réseaux sociaux. Moi qui suis née en 71, j'ai souvent pensé que heureusement que je n'ai pas connu cette période de repli sur soi à mon époque, n'ayant pas les mêmes outils. Je pense que la facture téléphonique que mes parents auraient eu à payer aurait été telle qu'il y aurait peut-être eu beaucoup d'homicides parents sur les enfants, parce que nous, on aurait été vraiment contraints de ne pas avoir de possibilité de lien. Et je crois qu'il y aurait beaucoup de jeunes qui auraient fait le mur, puisqu'on n'avait pas les réseaux sociaux. Mais cette capacité à devenir adulte, ça impacte aussi les parents, parce que ça veut dire que les parents doivent lâcher leurs jeunes, les laisser aller vers, ne plus être le modèle unique et remis en cause. Et là, pendant ces 2 ans, c'était très compliqué, puisque le repli physique sur la maison faisait que cette proximité, mais vraiment de chaque instant entre jeunes et parents, était réelle et n'est pas conforme à ce qu'est l'adolescence et le besoin de devenir adulte. Donc tout ça, forcément, ça a créé des tensions, des difficultés vraiment exacerbées chez tout le monde et beaucoup chez les adultes. Donc là, les éléments que je passerai très vite, c'est vraiment de comprendre ce qu'est l'adolescence. Donc pour être un adolescent, il a besoin de vivre et de se confronter à la société. Or, pendant le confinement, c'était compliqué et du coup, les outils également d'information rapide étaient très utilisés, mais avec peu d'analyse, puisqu'il n'y avait pas tout le travail que peuvent faire les supports que sont l'éducatif, que sont le système d'animation, que représentent beaucoup de structures ici présentes. Donc, on voit bien le manque pendant ces deux années. Un adolescent, et pour finir, un adolescent qui va moyennement, quelles que soient les raisons, en tant que tel, il agit ses pulsions. Et ça, c'est ce qu'on a pu voir et c'est ce qu'on voit actuellement depuis un petit moment dans la société. Un adolescent qui ne va pas bien, soit il se renferme, soit il s'ouvre beaucoup. Il n'arrive pas à se contrôler, ce qui est tout à fait normal. Les conduites à risque sont que le symptôme de choses qui ont été contenues. Et on voit dans beaucoup de territoires actuellement en France des choses qui interpellent les adultes.
dans les collèges, par exemple, en septembre-octobre passé, après les premiers déconfinements, les établissements étaient très étonnés et désarçonnés de voir autant de lieux communs qui étaient dégradés par les jeunes. Dans les couloirs, dans la cour de récré, des dégradations. Et les équipes adultes ne le supportaient pas, à tel point de dire, mais on fait tout pour eux, on est là pour eux, et voilà comment ils nous remercient. Or, ce n'est pas la bonne grille de lecture. Ces jeunes qui étaient complètement contraints, renfermés, sans possibilité d'exprimer aussi par le corps a beaucoup été parlé dans les intervenants tout à l'heure, eh ben, la seule soupape qui leur restait à un moment donné, c'était l'école, le collège ou le lycée. Il est absolument anormal de dégrader, de taguer les murs, on en est bien d'accord. Mais lorsqu'il n'y a pas d'autres possibilités d'expression, pour certains, c'est comme ça qu'ils ont pu exprimer beaucoup de choses plutôt que de se faire mal à eux-mêmes ou d'aller sur d'autres dynamiques comme la violence ou le harcèlement. C'est inconscient tout ça. Mais ça montre bien l'impérieuse nécessité de proposer des choses concrètes, physiques aux jeunes, des moyens d'expression et des moyens d'engagement. Et beaucoup d'établissements qui ont compris cela ont pu organiser d'autres choses pour que toute cette énergie, cette vivacité s'exprime autrement que par d'autres chemins répréhensibles que peuvent être par exemple des dégradations. Il faut vraiment réfléchir à ça dans les sociétés. Ce que les jeunes nous montrent à voir, parfois répréhensible, n'est qu'une manière qu'ils ont trouvé d'exprimer un besoin. Et à nous, les adultes, de nous en saisir et de décoder ça. Et là, c'est exacerbé. Alors, avant la crise sanitaire, il y avait déjà quand même une évolution très forte des valeurs dans notre société en très peu de temps. Et très, très peu de temps. La désinstitutionnalisation de la famille. Plus de 50% des familles se séparent. Les divorces, ce sont des situations que les jeunes ont à vivre, voire à subir. Le déclin du spirituel, une réalité sociétale, est quelque chose qu'on constate, mais qui peut déstructurer certains modèles chez des adolescents et vers quoi ils se raccrochent. L'allongement de l'adolescence avec l'allongement de la scolarité, on reste plus longtemps dépendant aussi financièrement. Nous sommes dans une société beaucoup d'individualisation. La tyrannie du bonheur, quand je parle de ça, c'est l'impression qui est donnée qu'on se doit d'être heureux. C'est l'alpha et l'oméga de la vie. C'est absolument questionnant. On a tout à fait des moments où on est triste, où ça ne va pas, et ce n'est pas ne pas réussir, c'est accepter ses émotions. Or, au jour d'aujourd'hui, on a quasiment l'impression, puisque tout est accessible pour faire du yoga, de la sophrologie, de la cohérence cardiaque, tout ce qu'on veut, du sport, a priori, on se doit d'être heureux. Et c'est d'être vraiment vigilant là-dessus, nous aussi les professionnels. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va mal, c'est difficile. Et d'accepter ça pour aller mieux après. Il faut vraiment être vigilant là-dessus, puisque c'est comme si on nous interdisait d'exprimer les émotions. Alors, à l'adolescence, c'est la cocotte minute. Une émotion qui est contenue, là, le volcan, il va exploser. Nous sommes dans une société de consommation, et il y a quand même une certaine obligation de rendement, de ne pas perdre de temps, qui est vraiment à questionner. De plus, la société d'aujourd'hui, on est vraiment dans une évolution très forte des technologies qui va vite, très vite, avec une difficulté de maîtrise et de contrôle. On le voit, on le subit, des choses vont se réguler, mais on vit dans ce moment-là qui n'est pas si simple. Une grande remise en cause du système global de la société. En France comme ailleurs, on voit bien qu'il est en train de se mettre en place. Tout sauf un détail, une conscience écologique et avec aussi une question du monde qui est finie, donc l'avenir, élément clé pour l'adolescence. Le désir et la réalité d'une vie confortable, on ne va pas s'en plaindre, moi la première, mais du coup, ça accentue la crainte de la perte, de ne pas y parvenir et de ne pas y réussir. Donc une montée paradoxale presque en tension. Et enfin, la situation d'une étrange guerre sans ligne de front en temps de paix, référence aux différents attentats, référence au procès qui est actuellement, suite à Charlie Hebdo, tout ça qui était avant le Covid, crée une société particulière avec une augmentation forte de la tension auprès des jeunes. En plus, le Covid est arrivé là, avec d'autres éléments qui peuvent créer également de la tension, de la pression et un besoin de recherche de sens. Donc là, j'ai mis des éléments par rapport à tout ça.
Aussi sur les injonctions ou les mots mis au niveau national. C'est intéressant de toujours s'y poser. Lorsque le ministre de la Santé dit et annonce la santé mentale des Français s'est significativement dégradée, c'est un postulat. Quand on gratte, les choses sont beaucoup plus complexes et beaucoup de situations se sont améliorées. On est vraiment sur la théorie du cheval au galop. Des chevaux fonctionnent ainsi. Un cheval part au galop, les autres sont très calmes, mais s'il part au galop, c'est qu'il y a un danger. Donc s'il y a un danger, il y a raison, et les autres suivent. Et à la fin, on ne sait plus pourquoi on court. Mais on est tous au galop, de plus en plus de peur, puisque tout le monde fait comme ça. Et qui c'est qui, à un moment donné, s'arrête et observe? C'est un petit peu l'idée de cette conférence. Le président de la République a précisé, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Je peux vous assurer que beaucoup d'adolescents ont beaucoup de mal avec ce type de phrase, puisque ça laisserait sous-entendre, si je vais bien, c'est presque suspect. Comment j'ose aller bien, comment j'ose rire presque dans cette situation. Et vous voyez, c'est vraiment fondamental d'avoir ces questionnements, puisque du coup, ça met en tension tout notre métier des uns et des autres par rapport à la jeunesse. Donc, il faut vraiment être très, 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 très vigilant sur tout ce qu'on peut entendre, décortiquer et se remettre vraiment dans le quotidien de ce qu'on peut faire et apporter. Alors, les chiffres que l'on peut voir, il faut toujours aussi faire attention à ces enquêtes, non pas qu'elles sont pas fiables ou modifiées, mais il y a toujours des biais par rapport à la tension intérieure de chacun, par rapport à la pression de chacun, le volet sociétal. Et là, j'insiste beaucoup. On était pratiquement dans une situation où dire « non, non, ça va, je vais bien », c'était presque suspect. Donc, il y avait cette mécanique de « est-ce qu'il ne faut pas vraiment reconnaître que ça va mal ?» Et là, les ados, c'est quelque chose sur lequel ils sont complètement éponges là-dessus. Donc là, j'ai remis les chiffres tout simplement de la population. La population adolescente, on en parle de qui? En février 2020, au niveau des chiffres nationaux, donc tout ça est sourcé, on pourra vous donner les éléments, il y a eu une augmentation des troubles de l'humeur réels chez les jeunes de moins de 15 ans et une augmentation également légère des gestes suicidaires chez la jeunesse entre 2019-2020 et 2020-2021. Ces augmentations réelles sont aussi à décortiquer. Déjà, qui va au service des urgences, qui se positionne par rapport à ça? Ce sont les parents. Ce sont les parents qui, bien évidemment, inquiets pour un jeune ou autre, saisissent les services. Or, quand on a gratté, on a vu tellement de situations ici à la Maison des adolescents et les vidéos qu'on a eues nationalement, on a beaucoup plus mesuré une anxiété, une peur forte chez les adultes, beaucoup plus importante que ce qui était réel chez les jeunes. Mais du coup, il y a les effets de vase communicants. Et à propos d'adultes, j'en peux plus d'être toute la journée avec mes enfants, je ne supporte plus mes adolescents, j'appréhende de rester avec eux pour les prochaines vacances. Une augmentation, et là j'ai mis les choses les plus soft, telle que par effet communicant, l'adolescence que vous connaissez bien évidemment, fait que ça ne pouvait être qu'explosif. Et quand ça explose chez un jeune, il se fait du mal, ou il fait du mal aux autres, ou il se renferme, et ça recrée de la tension familiale. Et une grosse partie de ce qu'on a pu voir de jeunes qui semblaient aller mal était finalement la caisse de résonance d'adultes qui, eux, allaient encore plus mal. Et du coup, la question se pose pour nous, les professionnels, qui sont aussi des êtres humains, qui vivons en famille, en société, on en est où, nous? On en est où dans tout cela? Et quelle caisse de résonance on peut faire sur les jeunes, sur nos jeunes, ou sur les jeunes avec qui on est en relation? Et vraiment, je pense que c'est une des clés et l'importance de temps et de vos emplois les uns et les autres, des missions, en tant que secteur d'animation, travail auprès des jeunes. Deuxième remarque, les chiffres qui ont été mis en avant nationalement sur l'augmentation des choses insupportables pour nous les adultes que peuvent être les risques suicidaires chez les jeunes. Ces chiffres étaient surtout donnés après les périodes scolaires qui étaient juste avant les vacances. Or, au niveau national, ce sont toujours les périodes les plus stressantes au niveau des jeunes. Donc, ces chiffres sont toujours à prendre avec modestie. Les pourcentages sont importants. Quand on regarde vraiment sur les chiffres réels, quand on a vu les chiffres donnés par le référent national
de tout ce qui est lié à la crise suicidaire, ils sont beaucoup moins importants que ça chez les jeunes. Ils le sont beaucoup plus chez les adultes et beaucoup plus chez les personnes âgées. Ce qui ne veut pas dire que les jeunes ne vont pas bien. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Donc, au niveau des chiffres, par exemple, on a pu voir, après le premier confinement et sur 2020, une baisse significative du mal-être d'un certain nombre de jeunes. Ceci, on ne l'entendait pas. Ceci n'était pas communiqué. Intéressant de se poser la question du pourquoi. Les professionnels jeunesse, notamment des secteurs sociaux, ont reconnu aussi une importante baisse de sollicitations, de demandes à un moment donné, et de familles qui se sont repositionnées auprès de leurs jeunes. C'était intéressant à voir et à observer. Après, il y a eu des augmentations en tant que telles. Mais je veux dire, tout n'était donc pas forcément que négatif. Mais c'était difficile à questionner. Par contre, il y a eu une très forte augmentation de toutes les consultations pour toutes les personnes qui allaient mal avant ou qui étaient déjà suivies et qui n'ont plus les suivis habituels. Et ceci a fait énormément augmenter les statistiques et les sentiments aussi de débordement des différents services ou des différentes structures. Nous, on a vécu la même chose à la maison des ados. Donc ça, c'est intéressant aussi à voir par rapport à tout ce qu'on entend globalement au niveau de la société, qu'au final, les chiffres ne sont pas aussi inquiétants que ce qui peut en être dit et de voir la caisse de résonance que ça nous fait. Si ça nous fait mal au ventre, si on n'en est pas bien. Enfin, c'est important de s'interroger soi également. Il y a eu plein de questionnaires de passé qui ont été donnés en tant que tels. On a globalement, la jeunesse est toujours sur les mêmes proportions de 85% qui se sentent bien. La satisfaction en Normandie en tant que telle est assez bonne, avec 70 à 70% des gens qui se sentaient bien avant, et en 2020, 94%. C'est-à-dire que le repli un petit peu sur la famille, sur le être en soi, était aussi positif. Là, on est sur 2020. Les choses se sont dégradées en 2021. Mais c'est important de l'avoir en tête. Ça aussi, on ne nous le disait pas. 94%. Taux de satisfaction en soi dans sa vie. Donc ça, c'est le chiffre un peu, les éléments qui résument ça. Voilà, satisfait de sa vie. On a eu une évolution qui est arrivée forte. Une augmentation, par contre, des problèmes de sommeil et une diminution de l'anxiété et de la dépression. Intéressant. Ça, c'est des chiffres qu'on ne nous avait pas trop montrés avant. Pourquoi ces éléments-là? On peut s'interroger aussi, nous, sur la baisse de la pression sociale, la baisse de la pression institutionnelle peut-être. On peut s'interroger aussi sur le fait d'avoir moins de liens. Est-ce que ça a permis aussi une certaine pause? Je ne sais pas. En tout cas, c'était intéressant à observer. Les différents atlas de la santé au niveau de la Manche, par contre, montrent des situations dans la Manche un peu plus inquiétantes que dans d'autres départements. Alors ça nous a beaucoup interpellés. Plusieurs façons de voir. Est-ce qu'au niveau des adultes référents, il y avait besoin de plus de réassurance? Est-ce qu'il y avait moins de structures en tant que telles? En tout cas, quelques chiffres un peu plus importants, vous voyez, dans la Manche qu'au niveau de la France, mais on est sur des tout petits chiffres. Quand on prend par exemple les risques avec des tentatives de suicide avec hospitalisation, on est sur du 0,0, mais un chiffre plus important que dans d'autres départements de France. Donc ça, ce sont les éléments principaux sur lesquels je voulais attirer l'attention au niveau statistique par rapport aux effets de la crise. Est-ce que déjà, hop, je regarde au niveau de la discussion, s'il y avait des questions, je n'en vois pas. Est-ce que déjà, avant de passer vraiment sur les autres points de l'intervention, il y avait des questions sur lesquelles vous vouliez attirer mon attention? Alors, il y a une question dans le chat. Il y a une première question d'Hervé, peut-être qu'il veut la poser directement. J'entends bien. Bonjour. Bonjour. C'est Hervé, directeur adjoint éducation enfant jeunesse pour Coutances, Marais-Bocage. Je me posais la question, la moindre fréquentation des milieux hospitaliers n'est-elle pas d'abord la résultante des confinements? C'est-à-dire que comme on ne peut pas sortir, de toute façon, on va moins bien,
et on va moins bien en restant chez soi. Et aussi du fait que l'on traite d'abord la Covid avant tout le reste. C'est-à-dire que pendant les premiers confinements, on nous a surtout dit qu'on gérait les malades Covid et on voit bien sur des pathologies, comment dire, oui, les Français, sans parler spécifiquement des jeunes, ont moins consulté parce qu'on traitait le Covid avant le reste. Et puis, je dirais qu'il y a eu peut-être aussi la crainte d'aller dans le milieu hospitalier au départ de la crise. Alors là, on a eu beaucoup de visio par rapport à ça au niveau départemental, régional et national, au niveau du réseau des maisons des ados et les collègues de pédopsie et des hôpitaux. Oui, indéniablement, ce que vous dites est tout à fait juste. Sauf que là, je montrais des éléments par rapport aux urgences sur les crises suicidaires, par exemple, en tant que telles. Quand on travaille avec les collègues, notamment des services d'urgence des hôpitaux, on observe en effet qu'à l'adolescence, le fait d'être, comment dire, séduit presque, le mot est fort, hein, mais par rapport à la mort et autres, est quelque chose de normal à l'adolescence. Les chiffres ont toujours été très importants. 50% des jeunes évoquent leur mort assez facilement. Et on est presque à 10% des jeunes, quand tout va bien dans le meilleur des mondes, qui rentrent dans une tentative suicidaire. Là-dedans, on fait vraiment les chiffres comme je prends 2 aspirines parce que monde de merde, j'en peux plus. Ça rentre dedans. C'est vraiment je n'en peux plus, je fais quelque chose. Et là, au grand étonnement de beaucoup d'adultes, sur ces entrées au niveau des différents services hospitaliers, ça a fortement diminué. Mais jusqu'au début d'année 2021, ça avait diminué. Ce qui avait augmenté, c'était vraiment l'inquiétude forte d'adultes de ce qu'ils voyaient de leurs jeunes. Mais les jeunes, globalement, ça allait à peu près. Je ne parle pas du volet économique hein, pour les étudiants et autres, mais au niveau de la santé mentale. Il y a vraiment eu une amplification réelle et objective du phénomène malade des jeunes par les adultes. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie, parce qu'après, j'allais sur plutôt le volet société qui nous intéresse certainement encore et autrement plus. Alors moi, je ne sais pas si c'est une question qui se rattache à la deuxième partie, mais sinon je la pose et on viendra peut-être plus tard. C'était par rapport à l'avenir et à la façon de se projeter. Enfin, moi, en tout cas, je remarque, là, je suis plus avec un public 16-25 ans, mais que le mot avenir, ou même quand on parle de projet d'avenir, ça leur fait peur. Enfin, ils le disent même clairement que rien que d'évoquer ce terme-là, ça peut générer de l'angoisse. Et que du coup, ils souhaitent plutôt ne pas aborder ce sujet-là et vouloir aussi une volonté de découvrir par eux-mêmes et de ne pas avoir cette pression. Mais à l'inverse, quand on a des échanges sur le fait d'identifier leurs besoins, les premiers besoins qu'ils évoquent, c'est le fait de pouvoir se projeter et d'avoir des projets. Et, donc quelle ambiguïté. Bah, oui, du coup, c'est aussi compliqué de comprendre ou d'échanger. Même eux se sentent, on voit bien, se sentent tiraillés aussi entre ces deux aspects. Et donc, je me demandais si c'est plus une question de génération, peut-être, parce que c'est aussi un public qui est plus alors, pas sécurisé, mais plus dans le cadre scolaire. Donc, il y a aussi beaucoup de changements à cette période-là, ou si c'est amplifié par la crise sanitaire, justement. C'est des jeunes de quel âge dont vous parlez ? 16-25 ans. Ce que vous venez de décrire très bien, c'est l'adolescence. Ce que vous venez exactement de décrire, c'est cette ambivalence normale de l'adolescence. D'un côté, la difficulté, voire la possibilité de se projeter soi est tout à fait normale. Mais ça a toujours été. Là, ce n'est pas lié à la société, ça a toujours été. Ils sont en construction, leur cerveau est en construction actuellement. Et la fin, vraiment la partie finale du cerveau qui se construit, c'est la capacité vraiment de projection, mais complètement consciente, vraiment projective, consciente. Ça, c'est entre 23 et 25 ans. Ce qui n'empêche pas qu'avant, un jeune, tout jeune peut avoir une envie, un désir d'un métier qu'il fera, s'y tenir et le faire. À 21 ans, certains ont un travail, une famille, ça montre bien plein de capacités, de compétences, c'est une certitude. Il n'empêche qu'au niveau de la construction physiologique de ces êtres humains que nous sommes,
Cette capacité totale, c'est entre 23 et 25 ans. Donc, ça se manifeste par beaucoup de choses, dont cette ambivalence que vous décrivez très bien. Donc ça, ce n'est pas sociétal, ce n'est pas Covid, ça a toujours été. Par contre, ce qui a beaucoup changé, avant Covid et maintenant aussi, c'est une pression très forte sociétale, d'injonction vers ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent faire et de quelle manière, comme s'il devait y avoir un chemin déjà préécrit, sinon c'était de l'inquiétude. Et vous avez mis un mot parfait tout à l'heure, c'était « ils veulent faire leur propre expérience ». Mais bien sûr, et c'est comme ça qu'on devient adulte, c'est comme ça qu'on se construit et qu'on n'est pas non plus conforme à un modèle de société qu'on voudrait plaquer. Et ça, c'est notre rôle en tant que tel. Leur donner les éléments facilitants pour pouvoir faire leur propre chemin dans la société d'aujourd'hui. Donc, là, ce que je veux faire demain, ma projection, ça me fait peur au niveau de l'avenir. Il n'empêche que j'ai des projets, mais je ne sais pas, il n'empêche que là, on est dans l'adolescence typique. Et là, notre rôle, c'est de les accompagner. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à... Si, merci. En tout cas, n'ayez pas peur, au contraire, c'est exactement ça. Alors, ça crée de l'angoisse chez eux, bien sûr. Ils sont à une période où ils ne se reconnaissent pas, ils ne savent plus qui ils sont, la société bouge énormément, tout est en mouvement perpétuel. Eux, c'est dans leur corps, dans leur tête, tout bouge en même temps. Il y a de quoi se poser des questions. Mais c'est à nous aussi de les aider à canaliser ça pour pouvoir en faire quelque chose. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant de passer sur le côté plutôt sociétal? N'hésitez pas à prendre la parole directement. Alors, au niveau de la société, sinon. Du coup, tombez très très bien, vous avez fait exprès au niveau d'Impec, est sorti un ouvrage vraiment très intéressant, je vous invite à regarder les synthèses ou à lire, qui est vraiment l'étude nationale Nouvelle Vague qui a été faite donc là, en ce début d'année 2021, sur alors, les 18-30 ans. Certes, il n'y a pas les plus jeunes. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude quantitative et qualitative, ressortent énormément de choses qui peuvent nous intéresser aujourd'hui. Déjà, dans les propos introductifs, donc ce sont des adultes qui écrivent et qui écrivent de ce qu'il en est de l'adolescence. Quand on lit ça, ce que vous voyez, moi je suis ado, ça ne me donne pas envie. On parle donc des ados en disant génération sacrifiée, précarisée, en dépression, irresponsable, voire égoïste. C'est quand même ce qu'on entend beaucoup à la radio. Je veux dire, c'est quand même pas quelque chose qui donne envie d'être joyeuse quand on est jeune. Or, si on met en parallèle tout ce que les jeunes créent, produisent, inventent, nous bousculent, mettent en avant, en solidarité, c'est plus les mêmes éléments qu'on pourrait mettre. En parallèle, on entend parler de jeunesse génération Z, génération Greta Thunberg, génération Charlie, digital native. En réalité, notre jeunesse d'aujourd'hui, comme toujours, elle est multiple, multifacette, avec différentes trajectoires de vie. On parle vraiment maintenant d'archipélisation. Alors, ce mot, j'ai vraiment eu plaisir à le retrouver, parce que moi, j'ai fait de la géographie sociale à un moment donné, c'est pour ça que j'ai marqué hashtag géographie sociale, et c'est des choses qu'on nous donnait à comprendre à une époque, avec l'accélération des trains à grande vitesse, avec le début des réseaux, avec le début des intercos. On parlait de géographie qui était complètement variable et qu'on n'était plus du tout sur une planète comme autrefois. Maintenant, on parle de ça au niveau de la société et de la jeunesse. Il faut vraiment se repérer dans toute cette archipélisation en tant que telle. Cette étude nationale française a montré quand même des éléments très, très questionnants. En 1999, 46% des 18-30 ans se disaient être très heureux dans leur vie. Ce chiffre, en 2021, est tombé à 19%. C'est questionnant en tant que tel. Avec derrière, du côté qualitatif, était vraiment posé le sentiment d'un fatalisme chez la jeunesse d'une époque qui était dans une époque malchanceuse, qu'ils n'avaient pas de chance d'être nés en 2021. Tiens, ça fait complètement écho
comme par hasard, à ce que disent les adultes de cette génération. Donc moi, ce que je voudrais nous faire juste réfléchir, c'est d'être vigilant si on n'est pas, nous, en tant qu'adultes, en train de construire cette vision de société difficile pour les jeunes. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on va les aider. En tout cas, factuellement, 19% des jeunes d'aujourd'hui se disent très heureux, alors qu'en 99, ils étaient 46%. Il y a une forte corrélation au niveau de bonheur-diplôme. Ça, alors là, bonjour l'ascenseur social. Plus je suis diplômée, plus je me dis très heureux. Moins je suis diplômée, moins je me dis très heureux. Donc, on a encore fort à faire à ce niveau-là. Quand on leur demande quelles sont leurs priorités dans un idéal de vie, ressort, comme depuis des décennies, l'image d'être d'une famille heureuse. Alors, famille n'est pas forcément au sens la propre famille qu'ils vont reconstruire. Là, ils parlent aussi de la leur actuelle ou de celle qu'ils vont construire. N'empêche qu'on voit bien le cercle de l'intimité, de l'intime, qui est vraiment un des socles pour se dire être heureux. Par contre, jeunesse actuelle qui, dans ces mots, se dit ne pas avoir besoin d'un idéal pour vivre. Alors ça, c'est très questionnant aussi. En 99, 82% des jeunes disaient c'était important d'avoir un idéal pour vivre. En 2021, c'est 42%. Et ça aussi, quand on gratte, ce n'est pas forcément que négatif. Ça veut peut-être dire aussi qu'ils ne sont plus dans la croyance d'un idéal, mais là, on rejoint l'archipélisation. On est vraiment dans, il y a plein de choses idéales différentes, où il y a plein de choses différentes à vivre. Et voilà, et comment on présente les chiffres, c'est intéressant, parce que moi j'ai vu des présentations de cette synthèse, de cette étude, en disant, ben voilà, la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus d'idéal. Ce n'est pas ça qui est dit. Ce qui est dit, c'est que pour 42% des jeunes, il n'y a pas besoin d'un idéal pour être heureux. Ils ont donc des multi-trajectoires possibles. Et on le voit bien dans la volonté de découverte, de création qu'ils ont et qu'ils font de plus en plus actuellement. C'est parcellaire et ce n'est pas forcément déstructurant. 58% des jeunes aujourd'hui se disent concernés par un sentiment de déprime et de dépression. Sentiment accru de ne pas avoir d'influence sur la destinée aussi du pays et de la France. 58% des jeunes se disent d'un sentiment de déprime ou de dépression. Très intéressant aussi de voir ce chiffre. Ce chiffre est en augmentation par rapport aux autres années de cette même étude. Moi, je pense qu'il n'est pas forcément à mettre sur le dos uniquement de la crise, mais bien de tout ce qu'on disait avant, de la perte de sens, de volets structurants de la société depuis pas mal d'années. Et pareil, vigilance également. L'adolescence, c'est normal que ce soit des hauts et des bas. On est vraiment dans une instabilité normale au niveau émotionnel. On parle de dépressivité à l'adolescence, qui est quelque chose de normal en tant que tel. Donc, il n'est pas étonnant non plus que les adolescents puissent se le dire en tant que tel. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit du pessimisme en tant que tel ou forcément de la tristesse. Il y a aussi beaucoup de réalisme sur la société d'aujourd'hui, la mondialisation, tout ce que cela entraîne et du coup la projection qu'on peut avoir. Une grande forme de réalisme et de prise de conscience. N'oublions pas qu'on a énormément de jeunes maintenant qui vont jusqu'au niveau du bac avec une connaissance donc globale, généraliste, donc une capacité de recul et d'analyse, on ne va quand même pas s'en plaindre. Du coup, ils sont en prise directe sur la société. Ils ne sont pas hors jeu. Et quand on regarde la société au jour d'aujourd'hui, il y a des choses intéressantes qui se passent, positives. Il y a aussi des choses inquiétantes. La jeunesse d'aujourd'hui est dedans. Il n'est donc pas incohérent d'avoir ces chiffres en tant que tels. Chiffres aussi à nous questionner en tant qu'adultes très, très fortement. Alors, je n'ai pas mis les pages à chaque fois parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais vous pourrez trouver tous ces chiffres dans le livre. Pour 47% des jeunes, ce qui est important, c'est d'avoir un bon modèle de chef. 34% sont prêts à dire que pour diriger notre pays, finalement, l'armée, c'est intéressant. Alors là, on n'est pas forcément sur des visions comme nous, on pourrait avoir adultes, dire « Oh là 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 là,
on est sur de la militarisation à tout crin, voire sur des dictatures. Pas du tout. Ça, c'est vraiment à mettre en lien avec l'évolution de la société d'aujourd'hui. Les jeunes, pour se structurer, ils ont besoin de cadres, de règles, de choses sur lesquelles s'appuyer, justement pour les déconstruire ou les interroger. Ces cadres, ces règles étaient représentés pendant des décennies, que ça nous plaise ou non, peu importe, par la famille, par l'école, par les religions, par des rites de passage, qui étaient aussi la communion pour certains, la carte vitale maintenant à 16 ans, il y avait le service militaire, il y avait plusieurs choses comme ça. Depuis pas mal d'années, beaucoup de choses ont bougé, positif, négatif, moi je n'ai pas à avoir d'avis forcément là-dessus, mais en tout cas, une diminution, voire une absence de cadre structurant pour les jeunes. En tant que tel, il n'y a qu'à voir l'engouement du SNU. Ah bah, merci Hervé Le Chanu. Voilà, il n'y a qu'à voir l'engouement. Vive le SNU. Je ne sais pas, mais en tout cas, interrogeons-nous sur ce qu'a besoin un adolescent pour pouvoir être l'adulte questionnant, critique et acteur de sa vie de maintenant et de demain. En tout cas, ils ont besoin d'éléments structurants, parce qu'un cadre, ça rassure. Et du coup, ces éléments, quand on travaille vraiment sur la psychodynamique de l'adolescence, ne sont pas étonnants de voir ce 34% de jeunes qui disent « bah oui, l'armée, ce serait pas mal pour nous diriger ». Derrière, il y a vraiment à décoder qui est « il est intéressant que les adultes reprennent leur place et soient à leur place ». Or, nous, on voit à la maison des ados combien de parents sont en difficulté pour poser des règles et sont dans la croyance que de dire, pour certains parents, si je pose des règles, mon ado ne va pas être d'accord, ça va être encore la guerre et je veux plus, j'ai peur que mon ado ne m'aime plus. Et ça a été augmenté, on l'a observé, par les séparations aussi dans les familles, ou par des familles qui ont vraiment que leurs adolescents ne les reconnaissent plus en tant que tels, en tant qu'adultes de référence. Donc les adultes disent oui à tout, pour certains, pas tous bien sûr, mais du coup pour les ados, ce n'est pas du tout compris comme « super, j'ai ce que je veux ». Un ado, il comprend ça comme « on m'abandonne ». On me laisse en proie à toutes les difficultés de la société, puisqu'on ne me pose plus de cadre. Mais ça, il ne va pas le dire comme ça à ses parents, évidemment, puisqu'il n'en a pas conscience. Et ça, c'est le boulot qu'on peut faire, nous, à la maison des ados, et que vous pouvez aussi incarner dans les structures que vous avez. Donc, les jeunes ne croient plus, on peut croire qu'ils ne croient plus à grand-chose pour faire bouger, or, ils arrivent fortement à s'investir. La société, pour eux, est vécue comme injuste, comme inégalitaire. Ils sont extrêmement passionnés et passionnants sur des mouvements, sur la pensée woke, qu'on entend beaucoup parler, sur l'image de l'égalité à avoir avec critiquer le privilège blanc, comme on dit, en tant que tel, la place des femmes dans la société. Donc, les jeunes ont vraiment conscience de tout ça. La place et l'inquiétude par rapport à l'environnement est vraiment un sujet très préoccupant pour eux. Et du coup, cet ouvrage, et on peut dire que le Covid, entre guillemets, n'a rien créé. Il a juste accéléré, canalisé ou accentué ce qui était déjà préalable. Donc, tous ces éléments dans l'étude montrent aussi une jeunesse qui demeure résiliente, comme a dit tout à l'heure l'élu, en tant que telle, et confiante. Parce que cette jeunesse a perdu confiance, malheureusement, dans le collectif. Donc, du coup, là, on a du boulot à faire. Par contre, reste un optimisme individuel, avec vraiment une envie d'engagement personnel. 92% des jeunes disent une soif et un enthousiasme. J'ai beaucoup de choses à accomplir, mais j'ai beaucoup de choses à accomplir. Une grande confiance en elle-même et en sa capacité. Merci aussi là, tout le service éducatif qui a pu être fait depuis très longtemps. Donc, je pense qu'il est intéressant pour nous d'aussi regarder ça. Ils ont une grande résilience, une grande capacité d'engagement, une grande volonté. Ils attendent que ça. Donc, positionnons-nous, je vais le dire de manière un peu alarmiste, si des figures négatives et radicales se positionnent, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des jeunes qui vont vers elles. Ce n'est pas étonnant.
à nous aussi, communauté éducative, de vraiment inventer les modes d'engagement, donner l'exemple par rapport à ça. Les jeunes sont vraiment dans un discours, les adultes sont impuissants, ils sont incapables, mais ils ne sont pas dans le discours tous pourris. Ils recherchent des figures qui peuvent les rassurer. Donc, cette jeunesse a globalement surmonté la crise. Ils sont déjà dans la situation post-crise Covid. Ils sont déjà dans le post-Covid. Ils font preuve d'un optimisme conquérant pour l'avenir. C'est ce qui est ressorti dans cette étude de manière qualitative. Ils sont tous sauf des enfants gâtés, comme on pourrait voir. On a des lanceurs d'alerte, c'est des soldats qui vont vraiment sur le front, on les voit dans les manifestations. Combien de crowdfunding sont mis en place, combien de cagnottes, les votes qui sont mis en place. Sur l'économie, sur l'environnement, enfin, ils sont vraiment très engagés. Alors, soyons-en heureux, c'est peut-être le fruit d'années de prévention, d'actions qui sont menées aussi par nos différents services et de manière collective. Donc, du coup, moi, je me pose la question, si c'est les ados qui vont mal, ou finalement, ce n'est pas nous, les adultes et la société, qui auraient bien besoin de revoir ça. Donc, du coup, et j'ai fini, pour cette année à 2021, soyons extrêmement vigilants sur les études qui peuvent voir et ce qu'on en dit, non pas qu'elles sont fausses, mais comment on interprète un chiffre, on en fait dire ce qu'on veut d'un chiffre. Comment on l'interprète, comment on l'utilise. Évitons absolument, nous adultes, de projeter notre anxiété sur les jeunes. Vraiment, cette pandémie, ça a été très brutal pour nous tous, enfin, vraiment et réellement. Sur l'économie, mais c'est à nous de penser ça, hein, les adultes, et ce n'est pas aux jeunes d'être un peu nos sauve-douleurs quelque part. C'est une grande difficulté, mais je reviens toujours à Philippe Jamet, hein, sa base, un des plus grands pédopsychiatres pour moi, c'est pour nos ados, soyons adultes. Voilà, soyons structurés, soyons adultes. Moi, je pense qu'on doit prendre confiance dans notre exemplarité, dans notre rôle, dans notre place auprès des jeunes, les accompagner et nous prendre soin de nous, les uns les autres, pour vraiment tenir notre rôle cadre et cadrant auprès des jeunes de la société. J'en ai fini de mon intervention théorique. Merci beaucoup, Katia. Merci, c'était très riche. Il y avait vraiment beaucoup d'informations. Je pense que ça a travaillé tous dans nos têtes sur tous les éléments que tu nous as donnés. On va pouvoir passer maintenant au temps d'échange. Gaëlle, est-ce qu'il y a une première question qu'il y a eu dans le chat? N'hésitez pas à les rajouter. Hein. Oui, n'hésitez pas à compléter en posant vos questions dans le chat, dans les discussions. Alors oui, il y a eu pas mal de réactions, notamment Anna Célestine, qui se demande si, au final, le fait qu'il y ait moins besoin d'un idéal, est-ce que c'est pas, ça s'explique pas par le fait qu'on répète tout le temps que de toute manière, la vie est dure, que c'est compliqué et que du coup, c'est une forme de pessimiste qui se dit, bon, allez, on n'a pas le choix, donc on devient un petit peu plus optimiste parce que de toute manière, l'idéal, c'est foutu et donc on a peut-être des exigences moindres ou on relativise par rapport à ça. Et puis, il y a des réactions aussi de Leïla qui se dit que se projeter, c'est difficile, en particulier quand il y a des diplômes où c'est difficile de visualiser des métiers concrets. Donc, peut-être que Leïla veut un peu préciser cette question, ces interrogations, ou un des exemples en tout cas, par rapport à ça. Donc oui, bonjour Leïla. Donc c'était par rapport aux questions justement sur l'avenir un peu des jeunes aujourd'hui, où pour moi il est aussi très compliqué de se positionner sur l'avenir, dans le fait où ce que je disais c'est que beaucoup de métiers où on demande aux jeunes beaucoup de se former et de faire des longues études, et qu'en même temps beaucoup d'études où les formations n'ont pas de métier concret, et donc c'est compliqué au niveau avenir de se dire tiens je vais faire ça dans ma vie, et essayer d'anticiper et de se dire bah tiens moi j'ai un objectif professionnel, et l'objectif professionnel, le problème c'est qu'on n'y arrive pas non plus. Je ne sais pas si j'ai été claire. Si, mais du coup, c'est vrai qu'on est très embêté par rapport à ces solutions. On voit bien, ça fait quand même pas mal d'années, c'était sous Jacques Chirac où il y avait l'objectif qui était donné d'avoir plus de 80%, 90% d'une tranche d'âge qui arrive minimum au niveau du bac.
C'est intéressant d'avoir ces objectifs-là, d'avoir des formations généralistes. Ce qui est intéressant, c'est que ça accentue la capacité de diversité, d'ouverture, d'analyse. On voit bien par rapport au débat qu'il y a eu sur l'arrêt ou pas de la philosophie. Mais en parallèle, ça crée aussi des bulles. Là, ce n'est pas une bulle spéculative, hein, mais des bulles de croyance avec des formations qui se sont développées jusqu'à des niveaux Bac+5, mais en effet, pour certaines, sans aucun débouché derrière. Et là, on a une vraie responsabilité sociétale parce qu'on est en train de leurrer qui dans l'histoire. Alors, ça peut être violent aussi en tant que tel. Il y a des masters qui existent sur des sujets passionnants de société, mais derrière, je ne pourrais pas manger avec ça parce que je n'aurais pas d'emploi. Mais c'est ma passion. Et comme on nous a permis de le faire, on ne va pas s'en plaindre en tant que tel, bien évidemment, mais comme on nous a permis, grâce à tout un système éducatif facilitant de bourses et autres, on arrive avec des minots qui ont 23-24 ans, qui ont vraiment creusé des sujets passionnants, mais derrière, merde, je ne peux pas travailler avec ça. Je fais quoi? Donc, il y en a toute une frange qui au niveau moral, je ne vous dis pas, des illusions, et pour certains qui sombrent vers pas mal d'autres choses, dont des phénomènes de radicalisation. La radicalisation, il ne faut pas entendre forcément djihadisme, il faut entendre quelque chose de radical. Je recherche quelque chose vraiment de radical. Il y a vraiment un phénomène de société à réfléchir. Je pense qu'on a confondu, et ça c'est mon avis personnel, je pense qu'on a confondu tout ce qui est niveau diplômant par rapport à un volet d'insertion avec toute une culture générale très intéressante à développer pour tout le monde. Et ça a creusé un fossé aussi encore plus important avec les formations technologiques ou professionnelles, alors que c'est tellement intéressant dans les formations technologiques et professionnelles, aussi en plus des cours, de leur donner des éléments de connaissances généralistes pour vraiment ouvrir encore plus la capacité de connaissance et de synthèse. Il y avait des intervenants à une émission sur France Inter, des universitaires sur ce sujet-là, qui étaient extrêmement critiques sur des masters qu'ils proposaient eux-mêmes, notamment sur les questions de genre, d'égalité homme-femme, des sujets qui intéressent beaucoup de personnes de la société. Plein de masters se sont créés et ces universitaires disaient qu'ils en étaient atterrés parce que derrière, ils savaient qu'ils faisaient des usines de centaines et centaines de gamins qui n'auraient pas de boulot parce qu'il n'y a pas de poste pour ce genre de choses. Alors que ce sont des contenus intéressants et peut-être en filigrane dans d'autres filières. Donc, vraiment, c'est une vraie bonne question, les gars. Vous avez tout à fait raison. Alors, comment il faut faire? Moi, je n'ai pas la solution, mais le constat, en tout cas, ça, je peux le dire. Merci. Dans la continuité, du coup, on a Anna-Célestine qui se demande si la radicalité est toujours mauvaise. Et elle évoque notamment, je me souviens de 2016 où j'étais encore une jeune, tu es toujours jeune, Célestine, et on graphait des « je me suis radicalisée sur Internet » en réponse ironique aux accusations de radicalisation des mouvements de gauche. Alors, c'est vrai qu'il faut, c'est toujours pareil, moi j'aime bien le dictionnaire ou sur les réseaux, ou aller chercher sur un écran la définition des mots. Le mot radicalité, c'est venir aux racines radicales. Le mot en lui-même est très intéressant et n'est pas du tout négatif. C'est ce qu'on en fait. Quand la radicalité est exclusive et exclut les autres et ne reconnaît qu'une forme de pensée, là, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas du tout positif. À l'adolescence, la radicalité est presque normale. Besoin de se raccrocher à des choses et défendre des idées. On n'a qu'à voir les phénomènes actuellement qu'il peut y avoir sur toutes les tendances par rapport à la place des femmes qui est questionnée, par rapport au consentement. On voit bien dans le propos de certains jeunes garçons comme filles, ils y mettent une intention énorme, presque trop. Mais heureusement que les jeunes y vont de trop, parce qu'on sait bien qu'en grandissant, il y a aussi la sagesse qui arrive, on est plus mesuré, donc ça diminue en général. Donc si plus jeune, on n'était pas un peu radical, on n'est pas bousculé par ces jeunes-là, on n'avance pas beaucoup dans notre société. Les innovations quand même sont bienvenues avant tout d'idées de jeunes qu'ils ont mis en place ou que d'adultes ont aidé à faire. Donc non, n'ayons pas peur de ce mot. Par contre, la radicalité, lorsqu'elle est à l'encontre d'autres dans une volonté de destruction, est tout à fait négative. Mais il faut vraiment être vigilant parce que les jeunes sont en recherche de modèles
de choses qui les rassurent et de volets un peu plus radicaux. C'est pour ça qu'on voit aussi cette envie forte de certains de se raccrocher à des mouvements qui sont un peu plus populistes, où sont les émotions. Sans du tout faire de politique, on voit que dans le débat actuel qui est en train de se faire sur les prochaines présidentielles, une frange de candidats potentiels ne vont que sur de l'émotion, ne vont pas sur de l'analyse, mais sur des idées et de l'émotion engendrée par ces idées. Ben là, on est pile poil sur comment fonctionne un ado, mais on n'est pas sur de l'analyse ou de la réflexion. Et ça, c'est notre rôle. On doit les amener vers ça. Ah, c'est chiant parfois, c'est pas grave. C'est pas grave de passer entre guillemets pour des vieux cons un peu chiants. C'est notre rôle aussi de les amener à réfléchir, à avancer par rapport à ça. Pour nos ados, soyons adultes, il ne faut vraiment pas l'oublier. Merci. On avait aussi une question de Hervé sur la pression, notamment liée au climat et à l'avenir de la planète. Alors peut-être que Hervé veut préciser son propos directement. Oui, en fait, je me dis, sans être trop vieux, quand j'étais jeune, c'était des choses qui ne nous préoccupaient pas. Hein. D'ailleurs, quelle quantité de sacs plastiques on utilisait, enfin, on jetait, on n'avait pas cette éducation. Donc, j'ai 45 ans. Hein. Ça va aller. Et donc, ouais, aujourd'hui, je trouve que c'est quand même une pression, c'est indéniable. Je me dis, bon, éventuellement, je vais vivre jusqu'à 90 ans, donc 45 ans de plus, mais si mes enfants vivent jusqu'à 90 ans, bah, ça va faire 75 ans de plus, et dans 75 ans, le climat ne sera pas celui de dans 45 ans. Et donc, ils ont plus de pression, nos jeunes, avec l'avenir de la planète que l'on a, nous, aujourd'hui, et c'est une réalité. Donc, ça vient quand même s'ajouter, je pense, c'est indéniable. Enfin, on se rend compte que ça se dégrade. Cet été encore, davantage de feux, d'inondations, et a priori, c'est quand même lié à l'évolution climatique. Donc, je me dis, il y a quand même cette pression, c'est factuel. Oui. C'est tout. Enfin, je veux dire, selon comment on allume la radio le matin, on regarde les médias ou autres, les choses de qualité qui nous montrent la réalité de la société, hein, sans du tout critique, il y a en effet de vraies raisons de se préoccuper ou d'être en conscience pour pouvoir agir. Tout dépend comment on peut le vivre et on peut le transmettre, ça. Combien de jeunes maintenant sont dans la volonté de se dire je ne serai pas parent demain, puisqu'être parent, c'est laisser une empreinte carbone de d'autres personnes sur la planète qui créeraient ceci, cela. Mais quelle maturité pour penser ce genre de choses. C'est impressionnant. Impressionnant. Je veux dire, les ados de maintenant sont quand même une conscience globale, une connaissance certainement beaucoup plus importante que ce que nous avions. Ça crée certainement moins d'insouciance que nous avions. Je ne dis pas que c'était mieux ou pas mieux avant, peu importe. Mais vraiment, tous ces travaux qu'on a faits d'acculturation, de connaissance, de sensibilité, eh ben oui, ça crée forcément des jeunes de 15, 16, 17 ans qui ont conscience de ça. En plus, il y a le discours, comme vous l'avez bien dit, Hervé, parental, de se poser la question aussi de notre responsabilité, de notre inquiétude. Combien de parents disent « Oh là là, j'aimerais pas être jeune maintenant, oh là là, je suis inquiet pour mes petits-enfants ». On a le droit de penser ça, mais on ne mesure pas ce que ça imprime chez eux, comme responsabilité, comme poids. Enfin, c'est pas... Ne nous étonnons pas que du coup, que certains d'entre eux aillent vers des conduites à risque, mais pour se sentir vivant. Parce que se sentir vivant, c'est aussi se mettre en mouvement, faire des choses. Et c'est vrai que si on est vraiment dans cette projection de fin du monde, quelque part, enfin, disons les mots, moi, ça m'a fait drôle quand j'ai appris que dans 4,5 milliards d'années, la planète disparaissait. Bon, c'est dans longtemps, mais n'empêche que. Et quand on sait qu'aussi que nous-mêmes, on va mourir comme tout le monde depuis qu'on est né, n'empêche que le savoir, c'est une chose, en avoir vraiment conscience, c'est pas la même chose. Eux, ils sont à l'adolescence et ils ont vraiment cette connaissance-là. C'est bien qu'ils n'en aient pas trop conscience quelque part, parce qu'il faut aussi vivre cette période de vie, et là, ils ont besoin de nous. Et les accompagner, ce n'est pas les angoisser. Donc, et du coup, on est transfert de ces angoisses.
c'est pas la même chose. Parce que là, du coup, enfin, puisqu'on est qu'entre professionnels, je vous dis du fond de ma pensée, avec les psychiatres avec qui on bosse, on est agréablement étonné de voir qu'il n'y a pas plus, entre guillemets, de suicides collectifs altermondialistes, comme il y avait eu quand moi j'étais ado avec certaines sectes. Il y avait des sectes sur la planète qui avaient vraiment développé des suicides collectifs. Je suis très agréablement étonnée qu'il n'y en ait pas, notamment en France. On pourrait imaginer ça, hein, des ados en pleine conscience, puisque la planète est foutue, l'être humain n'est que négatif, et bien la seule solution, c'est de mourir. Il n'y a pas ça. Soyons-en ravis, heureusement. Ça veut peut-être dire qu'il y a plein de choses positives qui tiennent pour inventer de nouvelles choses. Mais il y a plutôt intérêt que nous, les adultes, on tienne la route. Hein. Et là, moi, je trouve que la crise sanitaire a accentué chez nous, adultes, un mal-être. Et là, on fait caisse de résonance chez les jeunes. Et là, je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse, nous, les adultes, mais en se faisant du bien. Hein. Ce n'est pas en se mettant encore une tension, parce que si on se remet une tension de plus, non. C'est par des moments comme ça, par impec, je trouve. J'ai envie de dire, si nous on est là aujourd'hui, par exemple, c'est qu'on croit en l'avenir. Et c'est quand même aussi un peu la nature chez l'humain, c'est de positiver, de se dire bon, on va y aller. Donc c'est vrai que de toute façon, dans notre rôle éducatif, c'est aussi d'accompagner les jeunes sur comment on essaye d'infléchir, comment dire, les choses pour ne pas les subir. Hein. Sachant que là, ce matin, je n'ai pas eu le temps de lire l'article dans Localtis, mais on a encore 8 ans, enfin 8-9 ans pour atteindre des Global Goals, là, des objectifs de développement mondiaux de l'ONU. Hein. Et je veux dire qu'on partage de manière éducative d'essayer d'améliorer les choses quand même. Donc, nous, professionnels, c'est vrai qu'on doit avoir particulièrement ce rôle de positif. Notre cerveau a besoin, et on a besoin de réussite. Il faut aller par petits pas. Là, quand on regarde de manière globale, on a l'impression d'être face à une montagne et on peut se dire, je ne vais pas y arriver, quoi. Or, si on y va par petits pas, par petites touches, et de réussir des choses, mais qu'est-ce que ça fait du bien à nous, mais aussi à eux. C'est comme ça qu'on progresse, on met de la méthode, on fait du travail du collectif, ils sont beaucoup sur l'individualisme, donc du collectif. Comment on peut mettre des choses positives? Il y en a plein, plein, plein. Ils savent en créer, mais vraiment de les vivre jusqu'au bout, de les évaluer et de les partager, de le faire savoir. On a tous les outils pour ça. Et vraiment, c'est important. Et c'est pas de la méthode Coué, hein. C'est pas ne pas regarder la globalité des choses, mais on peut être tous acteurs de notre vie à tout moment, et ça, c'est notre rôle. Vraiment. Et il y a plein de choses positives qui se font. Il faut vraiment, vraiment s'attacher à le mettre en avant. J'ai un témoignage sur le sujet de l'angoisse des jeunes, si jamais. Est-ce que Anna-Célestine, tu veux prendre la parole? C'était moi. Je vais mettre ma caméra comme ça, vous allez me voir, c'est quand même plus agréable. Alors, je désactive le son. Hop, voilà. Alors, en fait, ça résonne beaucoup ce que vous dites parce que moi, je suis plus tout à fait jeune parce que je vais avoir 30 ans, mais je l'étais il n'y a pas si longtemps. Enfin, je ne rentre pas forcément dans les chiffres, mais voilà. Mais par contre, je vis avec des jeunes et en fait, ça fait 3 ans qu'on a monté à la campagne un collectif autogéré artistique à destination des personnes précaires. Bon, pour l'instant, c'est surtout des travaux et de l'organisation collective parce que qui dit autogestion dit on n'est pas élevé pour ça et ça marche comme ça marche. Donc, c'est beaucoup de travail. Mais en tout cas, ce que ça crée, c'est que ça crée beaucoup de réflexions. Et moi, du coup, j'ai vécu avec des jeunes de milieux sociaux très différents et notamment des personnes qui étaient parfois très en rupture sociale, qui sont arrivées sur le lieu. En fait, pour arriver à la campagne à 20 ans ou 22 ans, en pleine campagne sans moyen de transport, en fait, il faut être déjà en rupture sociale parce que ça veut dire qu'on ne fait pas d'études, ça veut dire qu'on n'a pas de travail. Donc, à 20, 22 ans, ne pas avoir de travail et ne pas faire d'études, c'est déjà qu'on est dans un contexte social particulier. Et moi, je sais que déjà, rien que personnellement, si j'ai monté ce lieu, c'est parce que j'en suis arrivée un peu à ce que vous disiez quelque part. Enfin, en fait, je crois que les jeunes se posent la question finalement de mourir. Vraiment face à la situation. Moi, j'en suis arrivée à la conclusion. J'ai été beaucoup dans les luttes en 2016. J'étais à Paris, je faisais mes études et en même temps, il y avait la loi travail, etc. Et puis même depuis avant, j'avais un gros militantisme.
Et en fait, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, OK, il n'y a rien à faire. C'est fini, c'est bouché, on ne peut rien faire, nos revendications ne sont pas écoutées, il n'y a pas de moyen qui est mis, on ne sait pas quoi faire. Bref. Euh, Et je suis arrivée devant le choix de, OK, en fait, finalement, est-ce que je meurs ou est-ce que je décide de faire quelque chose quand même, malgré tout? Et je pense que c'est pour ça que je disais peut-être que l'idéal, enfin, le fait que les jeunes sont moins dans les idéaux, c'est de se dire, bon, bah, les idéaux, ça me déprime trop parce qu'en fait, je vois bien que ça ne, c'est trop loin de la réalité. Et donc, je vais essayer de faire des choses concrètes et c'est ce que vous disiez sur le collectif, etc. Moi, je vois que des lieux collectifs comme le mien, enfin, celui dont je fais partie, il y en a, mais partout qui se montent. Moi, dans ma campagne où je suis en Auvergne, j'en découvre tous les jours des collectifs qui sont plus ou moins, j'en parlais hier dans une autre conférence, qui sont plus ou moins officiels. Il y a des associations, mais il y a aussi des choses où c'est juste des gens qui se réunissent et en fait, par un tel, on est au courant et puis plus on est au courant, plus on est au courant. Alors, le problème, du coup, c'est d'y avoir accès. Mais ce que je vois aussi, c'est que les jeunes qui arrivent dans nos collectifs, c'est pas tant qu'ils ont besoin d'une structure, c'est aussi qu'ils ont besoin d'endroits où ils ont le droit d'échouer et où ils ont le droit d'avancer avec des erreurs, parce que on parlait plutôt de la pression la pression de la société vers le travail, vers la productivité, vers le bonheur. Ça donne l'impression que si on échoue, on échoue. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que quand les adultes commencent à dire que c'est la merde, les jeunes, ils peuvent entendre que le fait que c'est la merde, pas qu'on va chercher des solutions. Parce qu'on est dans un monde où si on a raté, si c'est pas bon, c'est que c'est pas bon pour toujours. Et je pense que ouais, peut-être que les jeunes, ils ont vraiment besoin de ça, d'expérience collective. Et c'est ce que vous disiez là juste avant que je prenne la parole et que j'ai trouvé hyper fort, c'est mener les choses jusqu'au bout, en fait, les faire aussi. Et peu importe si elles marchent, si elles ne marchent pas, mais pouvoir faire des choses jusqu'au bout pour en tirer des leçons. Donc voilà, c'était un petit témoignage parce que ça me parlait beaucoup ce que vous disiez. Merci, quelle belle illustration, complètement. Vraiment, quelle belle illustration, parce que le dessin et ce que vous venez de dire, c'est exactement ça. Je veux dire, nous, on est en 2021. Il y a eu des jeunesses dans d'autres périodes de en France notamment, actuellement en Afghanistan, qui ont vécu des guerres, des choses autrement. Pareil, quel était l'avenir, la croyance dans l'avenir, ce qu'on avait envie de faire. C'est pas rien de se dire qu'au bout, on sait très bien comment ça va finir individuellement. On le sait. Bon, une fois que ça s'est passé, n'empêche qu'aujourd'hui et maintenant, je fais quoi? Je fais quoi et comment? Quand on parle, là, je vois le propos d'Hervé par rapport au côté positif. Oui, positif sans être naïf ni rien. C'est que pouvons-nous faire? Et on peut faire plein de choses avec une conscience globale. Moi, je dirais que nous, les adultes, on doit être des facilitateurs, tout simplement, mettre les gens dans les bonnes conditions, mais rester à notre place. On est trop dans une société aussi où presque on empêche trop nos jeunes d'avoir mal. Je suis désolée de le dire comme tel. Quand je dis avoir mal, ça veut dire éprouver, faire leur test, qu'ils y arrivent ou pas, parce que nous, avec nos gros sabots, on sait. Oh là là, nous, on sait. Or, s'ils n'éprouvent pas, ils n'auront pas l'occasion de tester, de faire, et voire même de nous surprendre et d'y arriver. Et on est là, on a à être là, qu'il ne se fasse pas trop mal, et voir qu'ils nous désarçonnent toute cette jeunesse et qu'on fasse avec eux. On n'est pas à côté d'eux, on est aussi avec, mais à notre place en tant que tel. Et ça, c'est vraiment notre rôle aussi d'accompagnement et de prévention. Moi, j'ai une vision vraiment positive, parce que comment dire, la jeunesse a toujours eu cette capacité d'innovation, parce qu'aussi, ce sont par définition des jeunes, avec ce cerveau qui fonctionne ainsi, avec une plus grande plasticité que nous. Donc profitons-en. Profitons-en, il y a tellement de choses à inventer et qui se fait maintenant. Vous parlez du lieu que vous avez créé, Anna Célestine. Les tiers-lieux, ça n'arrête pas de se développer. Les tiers-lieux, qu'est-ce que c'est intéressant? C'est quelque part, si je puis me dire, c'est le bistrot d'autrefois revu et revisité sans licence 4, quoi. Mais c'est vraiment des lieux de rencontre, de vie, d'échange, avec des projets. Hein. On n'est pas dans je te fume un pétard et je délire. Pas du tout. On est dans du concret, des projets, des actions, et de se faire du bien. Ou aussi dire quand ça ne va pas. Ça peut être très simple, les choses qu'on a à faire. Et d'être content de ce qu'on fait. Ça aussi.
C'est important. On ne se pose pas assez, dire, waouh, là, on a fait quelque chose de bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou réactions? Il nous reste une demi-heure. N'hésitez pas à directement lever la main dans les réactions, on vous donnera la parole. Si vous voulez passer directement par la voix plutôt que par le chat. S'il n'y a pas de questions, Katia, est-ce qu'il y avait un propos que tu avais envie de souligner? Moi, j'avais une question, si je peux me permettre. Au contraire. Oui. Ouais, je regardais l'expérience de Anna Célestine où je disais dans le chat, justement, c'est compliqué de trouver le juste milieu. La marginalisation peut être très rapide, mais c'est le fait où je parlais aussi de Montessori, de la grosse mode de se dire on met plus de cadre, ou alors on laisse un peu laisser faire, entre guillemets, parce que justement, ce qui a été compliqué, c'est le Covid, et de se dire que le jeune est enfermé, le jeune ne peut pas faire l'activité de son choix. Donc les parents étaient un peu, bah attends, il est déjà dans beaucoup de difficultés, on va peut-être le laisser faire un petit peu. Sur le coup, on est sur un truc qui est limite parce qu'il n'y a plus de cadre. Après, il faut remettre le cadre parce qu'on revient sur quelque chose un peu plus. Donc là, ça devient encore plus compliqué. Donc c'est ce que j'expliquais sur le chat tout à l'heure, trouver le juste milieu et de se dire, on va un peu laisser faire pour lui laisser justement avoir fait ses erreurs et pouvoir avancer, tout en ayant un cadre, en disant, mais non, tu ne peux pas tout faire non plus. Et c'est là où est, entre guillemets, en ce moment, ma difficulté de se dire, bon, bah, il y a eu des choses qui ont été faites à la maison ou pas, ou à l'extérieur. Moi, je suis très en plus en ce moment sur la prévention des réseaux sociaux, où ils ont vu, entendu beaucoup de choses. Donc là, c'est trouver le juste milieu dans tout ça. Après, le projet de Anna Célestine, super intéressant, de se dire, bon, bah voilà, on va tester, aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire, etc. Mais j'ai envie de dire comment a été mis en place le cadre, entre guillemets, et de se dire, bah, il en faut un minimum un. Voilà ma question. Merci. Et Anna Célestine, tu as un autre témoignage pour répondre à ça, il me semble. Oui, du coup, c'est vrai que c'est des questions qui sont très difficiles. Nous, on a eu quelque part la chance et la malchance. Moi, je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui viennent sur nos chantiers participatifs et sur notre lieu parce qu'ils veulent monter leur lieu et qui font un truc très intelligent que je n'ai pas fait, à savoir aller voir ce qui existe déjà pour s'en inspirer, voir les limites, voir comment on fait, etc. Et donc, c'est hyper bien de leur part parce que moi, je ne l'ai pas fait. Nous, on s'est lancé là-dedans parce que il se trouve que pour plein de raisons techniques, on s'est retrouvé avec un lieu sur les bras et où on pouvait faire ce qu'on voulait. Moi, je n'étais pas vieille à l'époque, j'avais 26 ans. Et j'étais largement la plus âgée et aussi j'étais la seule femme et je pense que ça peut jouer en termes de charge. Bon, on ne parlera pas forcément de féminisme ici, mais parce que ce n'est pas le sujet, mais voilà, ça a des impacts. Et j'étais avec des jeunes qui avaient entre 18 et 23 ans, qui arrivaient avec un parcours de vie compliqué et qui... je pense qu'en fait, il n'y a pas une bonne raison. La conclusion à laquelle j'en arrive aujourd'hui, personnellement, c'est le fil que je commence à tirer, c'est il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de bonne méthode. Il y en a plusieurs. Et en fait, ça va dépendre de la personne qui le met en place, quelle est son énergie, quels sont ses moyens, quel est le temps qu'elle a à y consacrer, etc. Du public, des jeunes qui arrivent, qui sont-ils, de quoi ils ont envie, c'est quoi leur parcours de vie. Et en fait, je crois que c'est l'adaptabilité et surtout la multiplicité des structures, en fait. Parce qu'il y a des jeunes qui vont avoir besoin d'un cadre précis, il y a des jeunes qui vont avoir besoin d'un cadre que eux décident, mais aussi où il faut les guider, parce que c'est difficile, et c'est ce que vous disiez, c'est que, en fait, moi, je me suis retrouvée dans des situations où c'était très dur. J'allais péter des plombs, en fait. Hein. Vraiment, j'avais envie de les prendre, de les lever parce que ça ne se levait pas avant 14 heures, de les lever à 8 heures du mat, de leur mettre un énorme coup de pied aux fesses et de leur dire maintenant, tu vas sur le chantier parce qu'en fait, si tu avances une demi-heure par jour, on n'aura jamais d'endroit où dormir cet hiver et on va avoir froid et j'en ai marre de vous voir glander pendant que moi, je trime. Et c'est très difficile de trouver un équilibre entre je sais que si je leur mets des coups de pied aux fesses, ils vont mal réagir, mais en même temps, si je leur en mets pas, ça va jamais avancer et ils sont perdus. Et même pour eux, c'est pas forcément bon. Mais est-ce que moi, j'ai une image qui m'est revenue parce que voilà, à force d'être avec des jeunes avec qui je vois la solution, mais si je leur dis ça fonctionne pas parce qu'en fait il faut qu'ils la trouvent eux-mêmes, c'est que j'ai l'impression de voir une mouche contre une fenêtre. J'ouvre la fenêtre à côté et la mouche elle y va pas et elle ira pas donc elle a pas trouvé elle-même la fenêtre.
Donc maintenant, j'ai développé aussi beaucoup de patience face à ça, c'est-à-dire que je les vois faire des conneries. Et en fait, il faut qu'ils les fassent pour comprendre. La meilleure chose qu'on peut faire, et c'est ce que disait Katia Lefebvre aussi, c'est d'être en dessous, avec une sorte de filet pour pouvoir les rattraper, que ça aille pas trop loin dans l'erreur, dans l'échec ou dans les problèmes, on va dire. Mais je suis d'accord que la question du cadre et de quel cadre on met, c'est hyper difficile. Moi, par contre, l'expérience que j'ai, c'est qu'au final, 100 mètres de cadre, alors ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, et pas que à moi, mais même à eux, en fait, parce que des fois, ça crée des conflits, ça crée des situations difficiles. Mais après 4 ans, moi, je vois des jeunes qui sont repartis avec un projet professionnel, avec des envies, une confiance en eux, là où ils n'en avaient jamais eu. Mais je pense que ça dépendait aussi du public que j'avais. Peut-être que ça a marché parce que c'était eux, parce que c'était moi, parce que c'était à cet endroit-là. Je ne peux pas être persuadée que c'est un système qui fonctionne, mais le fait d'apprendre, c'est long. Par contre, c'est long, c'est ça, c'est que c'est aussi long et cher, quelque part, parce que ça prend du temps, de leur donner des moyens et de leur donner les outils pour pouvoir créer le cadre eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, vas-y, maintenant, tu fais ton cadre. Ça les perd et c'est terrible, en fait. Ça donne l'impression d'être abandonné. Voilà. On n'a pas grand-chose à rajouter dans tout ce que vous venez de dire. Moi, j'ai pris pas mal de notes parce que, comment dire, il n'y a pas de méthode idéale. Par contre, il y a de la méthode. Et ça, c'est peut-être le travail que nous, les adultes, on a donné, c'est qu'il y a de la méthode à avoir, il y a des outils à avoir. Il y a des méthodes d'animation, des techniques, mais aussi des connaissances. Et ce qui manque, je trouve, beaucoup par les adultes qui bossent avec des jeunes, c'est la connaissance aussi du public ado pour pouvoir vraiment l'accompagner et ajuster, parce qu'elle a très bien dit, Laïla, ajuster ce juste milieu. Le besoin de cadre, il est indispensable. Alors, ceux qui sont dans les secteurs d'animation l'ont à chaque fois vécu. Quand on a un groupe de jeunes ou autres et qu'on les laisse, eux, créer simplement le cadre du règlement de vie entre eux, on est toujours sidéré de voir ce qu'ils produisent. C'est 10 fois plus contraignant que ce que nous, adultes, on aurait mis. C'est impressionnant. Moi, je l'ai fait, j'ai un passé de BPGEPS, tout ça. Impressionnant. Alors, on sait très bien que ce qu'ils ont mis comme cadre et comme règle de vie, ils ne vont pas s'y tenir parce qu'ils n'ont aucune envie, c'est les détourner. Et quand c'est eux qui les créent entre eux, donc à nous d'animer des temps pour qu'ils puissent l'exprimer avec des techniques en tant que telles, c'est toujours la barre, elle est toujours là. Mais ça signe vraiment ce besoin d'être rassuré, d'être posé sur quelque chose. Parce qu'une fois que les règles sont données, on peut s'appuyer dessus ou chercher à les dépasser. C'est ça, devenir adulte. Donc, ils en ont besoin. C'est un peu le coup de pied aux fesses que disait à l'instant Anna Célestine. Elle, en tant qu'adulte, parce que 26 ans, voilà, son cerveau était quasiment fini, elle avait déjà dépassé pas mal de données, elle voyait bien que c'était important qu'il y ait des priorités, un ordre, une organisation. Oui, ils ont besoin aussi de s'en rendre compte avec des bases qui sont données par l'adulte, et dans le tiers-lieu que vous avez créé, ils ont pu les prouver, ils ont pu le mesurer. Mais il faut accepter aussi qu'à un certain âge, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire, c'est impossible de par où ils en sont dans leur construction. Surtout si ce sont des jeunes, comme vous l'avez dit, qui avaient très peu avant eu des remarques sur leur capacité et qui n'avaient pas beaucoup de confiance en eux, vu leur trajectoire de vie, de rupture. Donc, il faut vraiment avoir conscience aussi de cet être merveilleux mais fragile qu'est l'adolescence. Le filet, c'est exactement ça. On est un garde-fou, on est un filet, nous sommes des matelas sur lesquels ils peuvent s'écraser sans se faire du mal. Mais par contre, on peut être là pour les guider et donner un cadre. Après, il y a le cadre de la société, là où moi je ne déroge pas et que c'est comme ça et puis c'est tout. La loi, la règle, elle nous plaît pas, n'empêche que c'est comme ça. Déjà, ça donne des choses, il y en a beaucoup de poser. Et après, il y a tout ce qui est négociable. Là, il y a de quoi s'appuyer aussi là-dessus. Ça me fait penser aussi tout ce qu'on dit à un mot que j'ai découvert il y a peu de temps, donc je l'utilise, je suis contente. C'est le syndrome de Tocqueville. Alors, j'ai découvert ça il y a peu de temps. C'est quoi ce syndrome de Tocqueville? C'est lorsqu'on a un objectif qui paraît très important, comme l'égalité homme-femme, par exemple. L'égalité homme-femme, la place de la femme dans la société. Un objectif global qui est vraiment parlé depuis peu de temps.
Lorsqu'on s'en rapproche, pour tous les êtres humains, ça crée ça. Quand il n'y a plus grand-chose pour y arriver, on a l'impression qu'il est inatteignable, qu'il s'écarte de plus en plus. Et moi, je débat beaucoup avec des jeunes là-dessus. Dans ma sphère privée, j'ai aussi une de mes filles qui est très, très, très à cheval là-dessus. Et elle, dans son discours, elle laisse sous-entendre que ça n'a jamais été aussi pire. La place des femmes, l'égalité, le consentement. Moi, j'ai 50 ans cette année, je me rappelle un peu de trucs de mon adolescence, j'ai un regard complètement différent. Je trouve que ça n'a jamais été aussi bien pris en compte la place des femmes. On n'y est pas à l'égalité des moyens en tant que tels et au niveau de la société. On n'y est pas. Mais je trouve que par rapport à ce que moi j'ai connu, aussi sur la reconnaissance et la place de l'homosexualité et autres, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup, beaucoup plus bienveillant et mieux actuellement. Et quand je parle ça avec elle, elle n'arrive pas à le conscientiser. Et on est dans ce phénomène du syndrome de Tocqueville. C'est-à-dire qu'on a vraiment réduit les choses. Il n'y a plus grand-chose pour arriver à une situation beaucoup plus adaptée. Mais du coup, cet objectif ultime, surtout à l'adolescence, lui semble inatteignable. Et là, soyons vigilants aussi là-dessus. Sur beaucoup de choses, la société est beaucoup plus positive, bienveillante qu'avant, sur beaucoup de sujets. Moi, je suis née en 71, à mon adolescence, avoir une relation sexuelle, c'est clair, c'était risquer de mourir avec le sida. C'était clair. Ça, je ne vous dis pas comment ça nous fichait la trouille et que ça a vraiment marqué des choses dans notre réalité liées à l'autre et à la sexualité. Ça n'est plus du tout le cas actuellement. Heureusement par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, mais on ne le voit pas. Et ça, c'est vraiment le syndrome de Tocqueville. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que n'oublions pas que nous sommes en équipe. Nous ne sommes pas seuls. Et ça, c'est quelque chose qui m'interpelle toujours. On a souvent l'impression que les adultes se sentent seuls. Bon, de là, quand on voit nous-mêmes, la plupart d'entre nous bossons dans des structures, avec des collègues, avec des hiérarchies. Il y a du monde vers qui s'appuyer et se retourner. On travaille en réseau. Dans la Manche, quelle densité de réseau. Il n'y a qu'à voir la prise de parole des élus tout à l'heure, des décideurs. Enfin, je veux dire, il y a du monde. Il y a des facilitations qui sont là. Alors, pourquoi ce sentiment de « je suis seul », je suis responsable, je ne peux pas. C'est comme si demander l'aval, l'avis, le point de vue de l'aide à quelqu'un, c'est comme si parfois ça signait « je ne sais pas faire, c'est un échec ». C'est le contraire. Quelle capacité et quelle force on a lorsqu'on est capable de dire « là, j'ai besoin d'un regard extérieur ». Là, je souhaite avoir l'avis de d'autres personnes. Ça, c'est des compétences. C'est une incompétence que je sais tout, je fais tout, ou je ne sais pas, mais du coup, je ne sais pas faire, je ne fais pas appel à l'extérieur. C'est vraiment une compétence et vraiment s'intéresser à ça. Il y a les ressources autour de nous. Plein, plein, plein. Une matinée comme celle-là le prouve, mais allons vers ça. Ça ne montre pas que je ne suis pas capable. Ça montre que je sais faire appel et je sais faire équipe. Et pour les jeunes, c'est important. Le schéma que j'ai montré tout à l'heure, les jeunes, ils sont en lien avec plein d'adultes, plein de professionnels. Donc, il y a plutôt intérêt qu'on soit cohérents tous ensemble par rapport à ça. Et faisons alliance pour eux. Mais chacun a sa place. Ça, c'est fondamental. Chacun son job. Moi, j'essaie de jamais utiliser le mot compétence individuelle, mais bien, quelle est ma mission ? On doit rester pour eux, pour les jeunes. C'est fondamental qu'on reste dans notre mission. Je prends un exemple toujours que j'utilise, que j'aime bien. Imaginons que Leïla, que dans son travail actuel, c'était avant une pédopsychiatre, médecin, qui en a eu ras-le-bol et qui a décidé de faire son travail au niveau du service où elle est aujourd'hui. Et bien là, pour les jeunes, elle est dans sa structure par rapport à sa mission d'aujourd'hui. Si c'est animatrice jeunesse, c'est animatrice jeunesse. C'est en aucun cas pédopsychiatre, comme elle a la compétence, puisqu'elle faisait ça avant. Sinon, le jeune, il est paumé. Hein. Il vient à la secteur jeunesse pour avoir une bulle d'oxygène, monter des projets, ou pour régler son problème de pourquoi il ne peut pas se lever le matin, parce qu'il ne peut pas se lever, parce que sa maman a une maladie, le papa est parti, il s'occupe des petits frères, ça ne va pas, et tous les jours, il faut qu'il travaille ça avec Leïla. Non, ça, c'est ailleurs. À la structure jeunesse, c'est pour faire des activités, des actions en lien avec des projets de jeunes. Et là, on se trompe beaucoup.
en se disant « je dois tout faire pour ce jeune ». C'est une catastrophe. On se doit de faire le lien, mais on reste dans sa posture. Sinon, on est incohérent total. C'est pour ça que moi, je parle non pas de compétences, mais de mener la mission qu'on a. Et si pour mener cette mission, je n'ai pas toutes les compétences de cette mission, je vais me former, je vais les chercher. Et si pour ce jeune, il y a besoin d'autre chose, eh bien, je vais chercher qui a la mission de le faire. Même si moi, je peux le faire, mais ça, ce n'est pas grave. Je n'ai pas à le faire là, ce n'est pas mon job. Pour le jeune, c'est déstructurant. Donc, c'était une conférence sur les impacts de la crise sanitaire chez les jeunes en 2021, dont l'intervenante était Katia Lefebvre, qui est directrice de la Maison des adolescents, je ne me trompe pas. Très bien. Donc, la première question, ça a été déjà de définir de qui on parle. Donc, qu'est-ce que, pourquoi, comment les jeunes. Et les premières conclusions qui ont été tirées, c'est que les jeunes, c'est pas ce qu'on croit. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu, c'est que à la fois, ça peut être complètement ce qu'on croit, c'est-à-dire que les adolescents sont impulsifs, émotionnels, ils ont des choses à gérer, ils ont besoin ils passent par peut-être une phase de conflit ou en tout cas de détachement de leur famille, mais en fait, ils sont aussi beaucoup d'autres choses auxquelles on ne s'attend pas. Déjà, les jeunes sont adaptables. Les jeunes sont peut-être du coup un fantasme d'adulte parce que on projette beaucoup de choses sur eux et peut-être que ce n'est pas tant le cas. Ce qui est réel en tout cas, et moi je me suis concentrée là-dessus, c'est le besoin d'expression qu'il peut y avoir, qui en fait, s'il n'est pas développé, peut amener à des moyens d'expression qui sont dommages, on va dire, que ça passe par qui passe principalement par de la destruction, enfin principalement non, mais entre autres, dans les faits les plus graves, on va dire, par de la destruction, que ce soit de soi-même ou de l'univers auquel on appartient. Donc ça peut être des dégradations concrètes physiques, de l'autodestruction, mais que c'est des choses qui peuvent tout à fait s'accompagner par des espaces d'échange, des espaces d'écoute, par une structure, par des outils. Donc, voilà. Les inquiétudes des jeunes, elles sont réelles aussi. Notamment, on a parlé du climat, de l'impossibilité de se projeter, d'une certaine pression et d'une course au bonheur, de l'angoisse et face aux pressions d'une société qui est très productiviste et qui nous demande beaucoup de savoir, de se projeter, etc., dans un moment où les adolescents ne sont peut-être pas capables, même de façon juste physiologique, en fait. Par exemple, aussi le détachement de la cellule familiale, qui a été peut-être plus compliqué en 2020 à cause de la situation sanitaire. Mais on a vu pendant tout ça que ce n'était pas les seules choses comment dire, ce n'est pas les seules réalités, ça existe, mais en réalité, les inquiétudes des jeunes n'ont pas forcément augmenté sur certains points en 2021, voire ont régressé, et puis en plus, progressé vu qu'elles sont moins graves, et puis aussi, elles sont peut-être pas toujours comprises ou voire même influencées en fait par la vision qu'on en a. C'est un petit peu la foule à poule, le serpent qui se mord la queue, à force de dire à des jeunes qu'ils sont une génération sacrifiée, paresseuse, dépressive, qui ne sait pas travailler ou qui ne sait pas se projeter ou qui n'est pas contente. Voilà, ça peut, en fait, comme en face, on a des jeunes qui sont quand même très divers avec beaucoup de revendications. Un, leur donner la sensation de ne pas être écoutés. Et deux, finir par les persuader que ça ne va pas, en fait. J'ai dessiné beaucoup de fois, en fait. Le fait qu'à force de dire que ça ne va pas, ça ne va pas. Donc peut-être que c'est ça. Il y a eu la question aussi de se demander si les jeunes sont perdus sans règles ou sans contraintes. Moi, j'ai mis que peut-être ils sont perdus d'avoir de prise sur rien. Peut-être c'est l'un et l'autre. C'est les questionnements qui, en fait, en trouvant les questions, on peut trouver les réponses. Mais c'est aussi ce que j'ai retenu de cette conférence, c'est que peut-être faut arriver à se poser les bonnes questions pour pouvoir trouver les bonnes réponses. Voilà. Et en tout cas, il y a eu une conclusion sur le fait que les jeunes sont très résilients et résilientes et que elles font plein de choses et il y a des propositions et que il y a des envies en tout cas d'avoir, que ce soit des envies d'avoir une structure ou d'avoir des lieux ou d'avoir des moyens d'expression, il y a des envies. C'est peut-être même une des choses qui caractérise aussi beaucoup l'adolescence. Voilà. Et au niveau des échanges et des discussions, donc on s'est demandé si la radicalité était négative et on a dit que pas forcément, ça pouvait être risqué
ça pouvait être complexe, notamment quand elle amène à de l'isolement et du repli, notamment identitaire, mais que c'est quelque part inhérent à l'adolescence et que c'est quelque chose qui, en fait, est aussi amené à se poser avec l'âge et que c'est peut-être pas mal qu'il y ait des gens qui aient encore cette énergie et cette fougue de la radicalité. Qu'il y avait une grosse pression chez les jeunes et que c'est pour ça peut-être qu'ils avaient une conscience plus accrue de plein de choses. Et que du coup, les aider avec ça, c'est peut-être plus les accompagner que les angoisser. Ça veut dire être quand même réaliste et pas naïf. Qu'une des choses qui aide beaucoup, c'est de vivre des expériences collectives. Je l'ai déjà noté là et ça revient plus tard. Et surtout de permettre aux jeunes de faire des choses, de les accompagner là-dedans, plutôt que juste de faire des constats d'échec. Et enfin, du coup, on était arrivé à plusieurs conclusions, à savoir que offrir des outils et des méthodes pour avancer vers un but clair, c'est à la fois offrir une structure et des moyens d'agir. Donc, ça peut faire partie peut-être des solutions. Qu'il faut se méfier du syndrome de Tocqueville parce qu'un but trop grand, c'est très déprimant, ça devient vague et inatteignable et c'est difficile à... Enfin voilà, c'est à la fois difficile à imaginer, à conceptualiser et en même temps, il devient impossible d'y trouver des solutions. Et un point qui est vachement important, c'est de dire que si le collectif et vivre des expériences collectives, c'est hyper précieux pour les jeunes, c'est en réalité aussi hyper précieux pour les adultes qui interviennent avec eux parce qu'on ne peut pas faire tout le temps, tout seul et que de toute façon, les jeunes ont besoin de plusieurs interlocuteurs et que soi-même, en tant qu'interlocuteur et interlocutrice, on a besoin d'être pas seul. L'union fait la force et on s'apporte des choses et que c'est là-dedans qu'on peut aussi trouver une force de proposition.